Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo de l'année 2025. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de passer une très belle année, une année 2025 qui soit alignée avec vous, avec vos souhaits profonds, avec ce que vous voulez vraiment réaliser ou tout simplement alignée avec votre énergie d'être la plus authentique et ça c'est un grand cadeau. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, je suis très heureuse de faire cette vidéo, elle va être je pense assez, il y a pas mal de choses à dire pour 2025, l'astrologie de 2025 me semble vraiment passionnante, on a beaucoup de changements de planètes lentes qui changent de signe, c'est-à-dire qu'on a un décor au niveau collectif qui vraiment se modifie, donc on va voir ça. L'idée de cette vidéo, c'est la première en fait d'une série de 2. L'idée c'est déjà ici de vous présenter les enjeux collectifs dans lesquels on va être, le type d'énergie qu'on va recevoir et finalement comment on peut faire pour diriger ces énergies du côté lumière. Parce que finalement c'est comme pour notre propre thème astral, on reçoit des influences, des énergies, et puis après ça va être à nous de bien comprendre ces énergies-là et d'essayer plutôt de les diriger du côté positif, lumineux, c'est-à-dire qui engendre le plus de potentiel et le moins de souffrance. Donc on va parler de ça et la seconde vidéo que je vais poster début janvier, elle va plutôt parler au niveau individuel, comment chaque signe du zodiaque est touché par ces différentes influences. Vous savez que moi je suis pas une fan des horoscopes parce que les horoscopes sont basés sur la position du soleil et que en fait dans un thème astral vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Mercure, etc. qui peuvent être dans d'autres signes que votre signe solaire et donc c'est parfois un petit peu réducteur et donc voilà, je vous expliquerai comment localiser vos différentes planètes et comment essayer de voir comment votre thème astral reçoit ces différentes énergies. Donc ça arrivera début janvier. Alors avant qu'on commence, je fais une petite parenthèse, déjà vous dire, vous pouvez mettre pause, aller vous chercher un petit thé, un chocolat, ce que vous voulez, voilà, parce que je pense qu'on va passer au moins une bonne demi-heure ensemble pour dresser ce décor de l'année 2025. Il y a beaucoup à dire, je vais simplifier, mais il y a quand même beaucoup. Et aussi vous dire, ça c'est une annonce plus personnelle, que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube secondaire parce que je chante et que j'ai repris le chant en tout cas en 2024. Et que vous êtes nombreux à souvent me parler de ma voix, que ma voix vous apaise, vous fait du bien et merci, j'en suis vraiment ravie. Et voilà, si vous voulez entendre ma voix donc différemment, une voix non pas parler mais chanter, vous pouvez aller voir sur cette petite chaîne secondaire, du coup j'en perds ma voix, et voilà, vous aurez le lien. Je referme cette parenthèse et on y va, c'est parti. Donc l'année 2025, vous voyez, voilà. L'année 2025, elle est vraiment notable parce qu'on va avoir en fait toutes les planètes lentes qui changent de signe. On a eu Pluton qui est passé en Verseau en 2024, donc lui c'est fait, il va rester dans ce signe-là. Mais les 4 autres, que sont Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, changent de signe. Et si Jupiter change de signe chaque année, c'est pas particulièrement notable, c'est beaucoup plus rare pour Uranus et Neptune. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en 2025, on a vraiment un décor mondial collectif qui change. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on passe sur des énergies, oui, vraiment différentes qu'on va caractériser ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, on voit à l'écran, donc je vous partage la carte. Alors, on va se mettre, voilà, on va se mettre au 1er janvier 2025. Bien ce qu'on voit c'est que donc notre cher Pluton est en Verseau, on voit que Neptune est à la toute fin des Poissons et en fait il va rentrer en Bélier le 30 mars 2025. Il faut savoir que Neptune change de signe une fois tous les 14 ans et c'est vraiment une énergie qui infuse la conscience collective, c'est vraiment l'ambiance de fond en fait d'une société à un moment donné. Donc on va pas mal parler de Neptune en Bélier, voir un petit peu ce que ça donne. Autre fait très notable, c'est le changement de signe d'Uranus. Uranus est très perceptible dans les événements. C'est vraiment, autant Neptune est une toile de fond, autant Uranus colore beaucoup ce qui peut se passer dans une société, le type d'événement qu'on va rencontrer.
Donc Uranus va rentrer en Gémeaux le 7 juillet, il va y rester environ 7 ans et ça va être très important. On va avoir, donc je rentre pas dans le détail, ça serait trop long, mais je l'aborde juste après. On va avoir Saturne qui va également rentrer en Bélier, il va quitter les Poissons, donc en somme Neptune et Saturne vont migrer. Vous voyez là, ils sont vraiment à la fin des Poissons et ils vont migrer vers le début du Bélier. Saturne rentre en Bélier le 25 mai. Donc voilà, on voit qu'on a une emphase sur le signe du Bélier d'une manière un peu particulière parce que Saturne et Neptune, c'est des planètes qui vont pas très bien avec le Bélier, je vais vous en reparler. Et enfin, on a une position, je dirais, plutôt jolie qui va être l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer le 9 juin. Plutôt jolie, pourquoi? Parce que Jupiter, c'est une planète qui se sent bien dans le Cancer, il est en exaltation et je vais vous en parler. Alors, autre chose, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, sûrement là vous commencez à le voir à l'écran. Je vais essayer de voilà, que ce soit un tout petit peu plus visible, mais il va y avoir tellement de planètes que c'est un petit peu dur à voir. En fait, on va avoir le début de la conjonction Saturne-Neptune en 2025. Il faut savoir qu'elle va être précise en 2026. Sauf erreur de ma part, on sera sur... alors, je suis désolée, je l'ai noté, mais il y a tellement de choses. Oui, voilà, en février 2026, elle sera précise. Mais on va avoir aussi une année marquée par cette conjonction Saturne-Neptune. C'est vraiment elle qui va, nous, oui, qui va proposer beaucoup de choses sur un plan tant collectif, mondial que sur un plan individuel. Et enfin, on va avoir un changement de signe des nœuds lunaires très rapidement dans l'année puisque les nœuds lunaires vont passer sur l'axe Vierge-Poisson le 11 janvier. Donc ils vont quitter l'axe Bélier-Balance. Alors là, je sais, c'est chinois pour vous. Je vais vraiment essayer de vous expliquer les sens, les thématiques de manière simple. Je vais essayer de pas me perdre, d'aller à l'essentiel parce qu'il y a énormément de choses. Voilà, donc on va aussi avoir ça. Donc vraiment, en gros, ce qu'on peut déjà comprendre, c'est on prend toutes les cartes, on les bat et il y a une nouvelle donne. 2025, c'est ça, il y a une nouvelle donne, très certainement avec une idée, l'idée générale déjà qui émerge. C'est que c'est l'émergence d'un nouveau monde, je dirais, de nouveaux profils de société. Et qu'à mon avis, 2025 va être très marqué par la dissolution des structures, qui est le sens le plus évident de la conjonction Saturne-Neptune. Voilà, je vais en reparler, mais ça peut être sur un plan collectif, sur un plan individuel. Ce qui était solide, ce qui tenait, se dissout. C'est ça que on commence à voir. Autre fait marquant, beaucoup de rétrogradation en 2025 et on commence l'année avec la rétrogradation de Mars qui va aller jusqu'au 23 février et tout de suite après, allez, on a une semaine de répit, c'est Vénus elle-même qui rentre rétrograde et elle va être rétrograde jusqu'au 12 avril. Donc en somme, tout le printemps, on est sur des positions rétrogrades des planètes rapides qui marquent souvent des moments de remise en question de ses fonctions, je vais approfondir ça aussi, des moments de pareil, on prend du recul, on retourne en arrière, on réfléchit, et je trouve qu'il y a cette idée dans la rétrogradation de décristalliser quelque chose. C'était clair, c'était net, comment dire, des choses en nous étaient posées, et là d'un coup il y a comme un changement de décor, et comme si on nous dit « Ah ouais, t'es sûr ?» Et puis ça se décristallise, il y a une incertitude et en fait tout ça participe d'un mouvement de transformation et d'évolution. Et voilà, et on voit que à partir du printemps, tout ça redevient, Mars est redevenu direct, Vénus aussi, et il y a quelque chose, en gros on commence à voir la nouvelle image se former. Donc assez étonnant hein, ces énergies de 2025, je pense qu'on pourrait parler de transition. Je pense que le mot-clé transition correspond très très bien à ce qu'on va trouver en 2025. Allez, on commence, je vous fais pas plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Le premier changement de décor, hein, c'est donc l'entrée de Pluton en Verseau. Pluton va rester en Verseau de 2024 à 2044, donc 20 ans. Je vous remets à l'écran les enjeux de Pluton en Verseau et j'en profite pour dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne crois pas personnellement que une position planétaire soit par nature bonne ou mauvaise.
Je pense qu'une position planétaire, c'est un duo, un fonctionnement d'énergie, et que c'est aussi à chaque personne de le diriger d'une manière plutôt, on va dire, positive ou négative, je veux dire par là, qui va créer plus ou moins de souffrance, hein, en somme. Et Pluton en Verseau, on l'a quand même beaucoup, je vous en ai parlé le mois dernier, mais on l'a beaucoup tout de suite caractérisé dans sa face ombre. Voilà, c'est pas dit que ça s'exprime comme ça. Évidemment, on a plus de risques de rencontrer l'ombre d'une planète quand elle est, voilà, quand il y a ce duo, mais c'est pas obligatoire. C'est pas parce que vous avez Pluton en Verseau que vous allez forcément avoir l'ombre. Et justement, dans cette vidéo, moi j'aimerais bien vous sensibiliser aussi au côté lumière, et puis surtout aux enjeux évolutifs, parce que finalement, le comment, c'est nous, comment on va s'y prendre, mais les planètes, elles expriment plutôt un quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est ça qu'on va voir. Alors, Pluton en Verseau, au niveau des enjeux pour les 20 prochaines années, c'est vraiment, il y a deux grandes idées, comme je vous le disais, celle de l'égalité humaine, et je dirais peut-être même une égalité, peut-être même pas qu'entre êtres humains, je dirais peut-être même entre espèces, ou je sais pas, on pourrait même aller jusque là. Et il y a une idée aussi d'essor technologique, hein, de grandes mutations de société en lien avec la technologie. Alors, la face lumière de Pluton en Verseau, c'est vraiment la naissance d'une conscience collective. C'est vraiment sous Pluton en Verseau qu'on doit sentir que on est dans un monde mondialisé et que nous fonctionnons en unité, et que les décisions prises le sont finalement pour l'ensemble de l'humanité. Hein, pendant ces 20 prochaines années, il va y avoir comme ça une espèce de rassemblement, une conscience de plus en plus importante de l'unité de l'humanité. Ça va donner, c'est un mouvement qui cherche à transformer de manière profonde la société pour réduire les inégalités au niveau mondial. On pourrait y voir la naissance d'un nouveau monde, hein, Pluton en Verseau, voilà, dans les années 80, le mouvement New Age parlait beaucoup de la naissance d'un nouveau monde, de l'ère du Verseau. Bah, Pluton en Verseau peut très bien être finalement le début, hein, de la mise en place de ce monde. La forme lumière, en fait, la face lumière la plus évidente de Pluton en Verseau, c'est la fraternité. C'est vraiment le fait de pouvoir se sentir sur un plan d'horizontalité avec n'importe quel être humain, c'est-à-dire de détruire finalement tous ces conditionnements sociaux liés au statut économique, à la race, au genre, à tout ce qui peut nous conditionner et qui fait que en tant que société, l'être humain, nous on crée en fait des structures pyramidales, on crée en fait notre espèce en fait fonctionne en hiérarchie, donc on positionne souvent, enfin toujours même je dirais, des personnes en haut, en bas. C'est pour ça d'ailleurs que l'école est aussi violente, hein, puisqu'on démarre un petit peu cette socialisation-là avec cette pyramide qui se crée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Pluton en Verseau vise plutôt une horizontalité. Donc on va y trouver aussi une amplification de tous les processus de conscience collective, d'intelligence collective, de collaboration entre êtres humains. Voilà, donc ça c'est les grands enjeux. Et puis Pluton en Verseau, ça représente évidemment des essors technologiques majeurs, une transformation radicale et profonde de la société qui est liée à de l'innovation. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est un signe qui amène les nouvelles idées. C'est vraiment c'est le signe qui vient ensemencer, on va dire, la société ou le monde d'idées du futur, d'idées novatrices. Donc c'est une grande idée. Maintenant, on va peut-être contacter cette ombre, hein, de Pluton en Verseau, et là en fait c'est parce que Pluton c'est une planète très forte. C'est une planète qui nous dit mais de toute façon coûte que coûte ça bougera. Donc soit tu collabores, soit tu le fais volontairement, mais si tu le fais pas volontairement, ça se fera presque malgré toi, et ça se fera dans la souffrance. Et donc l'ombre, elle est souvent liée au fait de vouloir passer en force, de vouloir amener des transformations rapides. Elle est liée aussi, l'ombre de Pluton en Verseau risque de s'exprimer si justement on sent que on n'arrive pas à bouger. Et vous savez, on a beaucoup parlé de Pluton en Verseau et de la Révolution française, et c'est assez intéressant, ça exprime bien pourquoi l'ombre s'est manifestée. C'est parce qu'on était dans un moment de société, une structure de société qui ne permettait pas à Pluton de faire son travail.
Donc, et ça s'est passé, je pense, une dizaine d'années après l'entrée de Pluton en Verseau, donc c'était vraiment pas immédiat, hein, c'est très long. Mais voilà, on n'arrivait pas en fait à aller vers ces enjeux et donc on est passé un peu au stade supérieur et là on va trouver l'ombre. Donc c'est une radicalité avec Pluton, radicalité pour faire advenir un nouvel équilibre mondial, des idéologies qui peuvent être extrêmes. Les révolutions évidemment, et dans la face ombre du côté technologique, on va trouver le pouvoir et le contrôle par les technologies. Si vous avez vu Black Mirror, c'est complètement Pluton en Verseau, ce sont des thématiques Pluton en Verseau. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, j'ai tout de suite envie de vous parler d'Uranus. On va tout de suite aller voir Uranus parce que, en fait, Uranus va vraiment faire un dialogue avec Pluton et c'est vraiment super intéressant parce qu'on a un très bel aspect Pluton-Uranus. Ça veut dire que apparemment on est quand même plutôt aidé. On est quand même plutôt aidé. Il y a des forces en fait qui permettent d'aller plus facilement vers les enjeux évolutifs de Pluton. Il y a comme une force qui va tirer la société en avant, qui va permettre en fait de faire advenir ce nouvel équilibre. Voilà, je vais vous montrer. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais me semble-t-il que c'est assez positif. Alors, on va aller se positionner en juillet, parce que c'est en juillet que Uranus, pardon, rentre en Gémeaux. Et vous voyez, voilà, tout de suite, je voudrais isoler cet aspect-là qui est vraiment très significatif. Déjà, il faut comprendre qu'on a donc deux planètes lentes qui rentrent dans des signes d'air. Donc, changement de décor au niveau collectif, on avait ces deux planètes lentes en signe de terre. Ça fait quand même quelques années que le climat mondial est lourd. Les signes de terre nous parlent de limites, nous parlent de limites des ressources, de limites de temps. Ils nous parlent de patience, ils nous parlent de construction. C'est vraiment une énergie, peut-être vous avez pu le sentir, mais il y a quelques années... on va dire jusqu'en 2018, Uranus était en bélier. Il y avait une énergie beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, énergique. Et en 2018, il est passé en taureau. Et on a eu comme une chape de plomb, comme pas mal de sujets autour des crises économiques, pas mal de sujets autour des restrictions financières, alimentaires. On a eu le Covid, enfin toutes ces choses-là, on sentait vraiment la Terre. Là, 2025, changement de décor, Uranus passe en Gémeaux et il faut comprendre que c'est vraiment un signe dans lequel il se sent bien. La nature d'Uranus et la nature des Gémeaux marchent très très bien ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une planète qui recherche le changement avec un signe extrêmement ouvert et adaptable et extrêmement polyvalent. Ça veut dire que Uranus peut parfaitement travailler chez les Gémeaux et que l'énergie de changement est facile à contacter avec ce duo planétaire. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Je vais aller un peu plus loin. Mais tout de suite ce qu'on voit c'est qu'on a ce trigone entre Pluton et Uranus. Donc ça veut dire quoi? Un trigone, c'est une énergie plutôt facilitante qui montre que les planètes fonctionnent ensemble. Et ça veut dire que Pluton, lui, il cherche à faire cette transformation de société dont j'ai parlé juste avant, et il est aidé dans sa tâche par Uranus. Il y a comme une force de changement collectif, qui en fait, qui dit « Ok, t'inquiète pas, je vais te filer un coup de main, il faut que ça bouge, ouais, t'inquiète pas, on va y aller. » Et il faut comprendre quelque chose, c'est que l'énergie du trigone, c'est selon moi une énergie assez stable, qui amène plutôt de la stabilité, tandis que le carré va amener des fractures, des ruptures, voilà, des choses un petit peu plus cassantes. Par exemple, je vous donne un exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, on avait un Uranus qui était entre le Taureau et les Gémeaux, mais on avait un carré Uranus-Pluton. Donc ça montre quelque chose de beaucoup plus cassant, beaucoup plus dur dans l'énergie. Un trigone amène souvent une libération progressive d'énergie. Quelque chose, ok, on y va de manière constante, progressive et sans à-coups presque. Imaginez un peu imaginez un TGV, un train, peut-être pas un TGV, mais un train qui, voilà, ça glisse, ça avance tout seul. C'est un peu ça l'énergie du trigone. Donc, malgré les forts enjeux que l'on a, on a des très forts enjeux. Un changement de signe de Pluton, c'est toujours un petit peu, voilà, ça pose de vraies questions. Bien malgré tout, me semble-t-il,
Ça semble un peu contre-intuitif, peut-être aussi par rapport à l'ambiance qu'on ressent actuellement et que je vais vous expliquer avec Neptune en Bélier. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais il y a une idée de dire, ça y va. Le changement, il est en cours, on y va. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va voir maintenant les enjeux d'Uranus en Gémeaux. Déjà, moi, je pense qu'à un niveau mondial, il y a comme quelque chose qui va, et à un niveau individuel, je pense qu'on va retrouver de la légèreté. Pas pour autant du déni par rapport à des questions primordiales qu'on doit traiter, notamment écologiques et économiques aussi, humaines, mais l'énergie d'Uranus en Gémeaux amène une ouverture à de nouvelles expériences, amène un sentiment d'être vivant, amène un côté... ça pétille de nouveau, voilà, on se sent motivé, on se sent dynamisé, on se sent exalté par quelque chose. Et c'est comme s'il y avait comme une chape de plomb qui va s'ouvrir et va se libérer. Je trouve aussi que les planètes et les signes donnent des rythmes. Quand on a des planètes lentes en signe d'eau ou de terre, ce qu'on avait énormément, puisqu'on avait beaucoup de planètes en poisson qui vont aller en bélier, beaucoup de planètes en terre qui passent en air, l'eau et la terre amènent un rythme lent, amènent des choses un peu cachées, des choses un peu, voilà, un petit peu lentes, tandis que le feu et l'air amènent des événements plus rapides, des choses plus dynamiques, plus orientées, pourquoi pas aussi vers l'extérieur, vers le mouvement. Donc on va regarder les enjeux de notre cher Uranus en Verseau, donc en Gémeaux, pardon, excusez-moi. Uranus en Gémeaux, donc il rentre en juillet 2025, exactement il rentre le 7 juillet 2025, il en sortira en 2033, donc on a quasiment 8 ans pour travailler avec. Alors l'enjeu majeur d'Uranus en Verseau, c'est innovation. Et donc là, vous voyez tout de suite le lien entre Pluton en Verseau qui parle d'essor technologique et Uranus Gémeaux qui parle d'innovation. Ça marche hyper bien. C'est vraiment un trigone qui propulse, je trouve, l'humanité vers des nouvelles voies de connaissances, vers des nouvelles, des ouvertures intellectuelles très très importantes dont je pense les enjeux vont être vraiment compris peut-être d'ici une dizaine d'années. Pour l'instant, on ne peut pas encore voir, on s'en doute évidemment, on s'en doute avec tout ce qui se passe concernant l'intelligence artificielle notamment, on s'en doute, mais tant qu'il y a le trigone, il y a une idée de libération d'énergie et quand ce sera terminé, on pourra voir ces changements énormes qui sont en train de s'opérer. Donc il y a ça. Alors, face lumière, face ombre, on n'est pas sans remarquer aussi, là c'est une petite parenthèse, mais c'est assez intéressant, que Donald Trump a été réélu puisqu'il est Gémeaux avec un soleil conjoint Uranus en Gémeaux. Donc il incarne aussi d'une certaine manière à un niveau beaucoup plus précis, je dirais beaucoup plus événementiel. Il incarne cette énergie-là dans le monde et on va voir, il y a une face lumière, il y a une face ombre. Alors évidemment, Uranus en Gémeaux n'est pas qu'incarné par Donald Trump, loin de là, mais c'est pour vous donner un peu une idée de cette énergie. Alors, la face lumière de Uranus en Gémeaux, c'est vraiment la découverte. C'est, je découvre des nouveaux champs intellectuels, des nouvelles connaissances. On va trouver évidemment l'innovation. Uranus en Gémeaux, c'est une nouvelle idée. Une nouvelle manière de résoudre un problème. Peut-être, je le souhaite, peut-être, même s'il ne faut pas être dans un déni technologique. Un déni, je veux dire des questions profondes qu'on essaierait de résoudre par la technologie. Mais peut-être qu'Uranus en Gémeaux pourrait apporter, avec Pluton, pourrait apporter des solutions, pourquoi pas au réchauffement climatique. Peut-être qu'il y aura certaines innovations. Quoi qu'il en soit, le mot-clé innovation est très importante. Et comme je vous le disais, Uranus, c'est vraiment une planète événementielle, c'est visible. C'est pas larvé, c'est pas caché, on va le voir. On va sentir qu'on rentre dans un train et que ça s'accélère et qu'il y a de l'innovation. Uranus Gémeaux représente une révolution dans les connaissances, une accélération. Uranus, c'est le mot-clé accélération, une accélération majeure des savoirs,
Une croissance rapide dans de nombreux domaines. On n'oublie pas que le Gémeaux, c'est un signe qui part dans beaucoup de directions. C'est un signe polyvalent, multitalentueux, multicurieux, ça se dit pas. Mais voilà, qui part dans plein de directions. Et certainement que ça exprime le fait que je pense vraiment beaucoup à lire, hein, évidemment, qui va générer une croissance dans plein de secteurs différents. On pourrait aussi dire, alors là c'est beaucoup plus précis, mais que l'Uranus Gémeaux pourrait avoir un point de vue plus événementiel à voir, avec un changement majeur dans les transports. Je ne sais pas de quel ordre, peut-être des nouveaux moyens de locomotion, peut-être... Il y a vraiment cette idée d'accélération. Les déplacements vont plus vite, les circulations de données, d'informations vont plus vite. Alors déjà que c'était... En fait, on a vraiment eu une espèce d'accélération sur Uranus en Bélier, par rapport aux informations, mais là c'est comme s'il faut encore plus, quoi. Ça va encore aller plus vite. Si vous avez de l'air dans votre carte, vous allez adorer, vous allez vous sentir hyper stimulé, avec vraiment une ouverture magnifique, vous allez être facilité dans tout ce qui concerne les connaissances et la découverte. Si vous avez plus besoin, vous avez plus de la terre, de l'eau, vous avez plus besoin de lenteur, cette énergie pourrait vous faire tourner la tête. Hein, ça va être quand même... on n'est pas ancré, hein. Quand on est dans l'air, on est vraiment dans le monde des idées, on plane un peu et on est surstimulé intellectuellement, et c'est un petit peu ce qui se profile au niveau de la société. Donc à mon avis, tout ce qui est dématérialisation va continuer, tout ce qui est partage de messages, d'informations, les vidéos sur YouTube pour continuer à croître de manière exponentielle, etc. Voilà. Alors maintenant, la part ombre d'Uranus en Gémeaux, même si j'insiste quand même pour dire qu'ils vont bien ensemble, ils travaillent bien ensemble. Maintenant, en fait, ce genre de choses, souvent, quand une planète et un signe travaillent bien ensemble, c'est la problématique, ça va être l'excès, en fait. C'est tellement facile pour Uranus d'amener du changement chez les Gémeaux que ça va peut-être être trop. Donc on va voir des problématiques liées à l'accélération, notamment on pourrait voir un manque de cadre pour soutenir les progrès, donc manque de cadre juridique, un côté trop superficiel, un côté trop light par rapport aux énormes enjeux évolutifs. Et en fait Uranus quelque part s'en fiche un peu. C'est une planète, lui, il veut aller de l'avant, ça tire vers l'avant. Et voilà, et il y a cette idée quelque part du génie fou, de la prise de risque, de l'innovation mal maîtrisée. C'est aussi une idée d'Uranus en Gémeaux. Manque de prudence. On pourrait trouver aussi un libéralisme amoral, certainement que cette notion du capitalisme, du libéralisme va s'accroître, puisque les signes d'air ne nous font pas sentir nos limites, ne nous font pas sentir que le monde est limité. On l'a beaucoup eu là pour le coup avec les Pluton et Uranus en signe de terre. On a beaucoup ressenti les limites physiques, matérielles, voilà, on a été confinés. Donc on a vraiment, cet événement-là était quand même très important, et c'est passé quand il y avait beaucoup de planètes en signe de terre. On a ressenti les limites. Mais là maintenant, on va moins les sentir. On va moins les sentir, et malheureusement quand même, elles nous rattraperont de toute manière tôt ou tard. Mais voilà, donc ça peut vraiment donner lieu à une espèce d'accélération, d'un libéralisme un peu outrancier comme ça. Enfin, vous avez compris. Et puis l'idée c'est ça, immaturité dans l'usage des nouvelles technologies, immaturité dans l'usage des savoirs. Dispersion de l'attention aussi, hein, Uranus en Gémeaux, c'est très azimuté, hein, ça part dans tous les sens. Voilà. Il n'empêche que ce trigone là, c'est vraiment une toile de fond de société dans laquelle on rentre. On va avancer un petit peu, on va les regarder dans les prochaines années, jusque quand en fait on peut avoir ce trigone. Alors j'ai un peu de mal avec ma souris, je vous demande pardon. Alors on y va, on va avancer. Donc regardez bien, c'est le trait qui est là entre Pluton et Uranus. Donc là on est en 2026, un trigone exact, en 2027, en 2028
Et on peut estimer qu'en 2029, ça se termine, parce que là, l'orbe est quand même assez important. Donc 2025-2029, 4 années de ce trigone Pluton-Uranus. Donc écoutez, on va quand même s'en réjouir, parce que franchement, ce sont de belles énergies, ce sont des énergies qui nous tirent en avant, ce sont à mon avis des énergies qui vont permettre à des changements d'avoir lieu. Et on voit surtout que Pluton n'est pas démesurément entravé dans son travail, au contraire, même il est soutenu. Je pense que c'est plutôt bon signe, à mon avis. Alors maintenant, on va parler d'autres acteurs qui sont liés au signe du Bélier. On va parler de Neptune et de Saturne en Bélier, parce que ça c'est proprement très très intéressant, et je pense que ça nous donne pas mal d'informations. Alors, c'est tout d'abord Neptune qui va rentrer en Bélier le 30 mars. Je vais aller me mettre sur cette date. Voilà, j'avance un petit jour, voilà, vous voyez, on est là. Voilà, en somme, le thème de l'entrée de Neptune en Bélier. Il sera rejoint par Saturne le 25 mai. On voit que Saturne n'est pas très loin. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est un énorme stellium, c'est-à-dire un amas planétaire dans le signe des Poissons. L'énergie Poisson, elle est encore très très forte. L'énergie neptunienne, elle est très forte cette année. Neptune en Bélier, pour moi, c'est une planète maîtresse des 2 prochaines années. C'est une clé vraiment très importante. C'est une clé très importante. Alors, Neptune est en Poisson depuis 2011. Sauf erreur de ma part, ou 2012, je ne sais plus exactement. Il faut comprendre que Neptune, dans ce signe-là, était très fort, il était en fait dans un signe qui lui correspondait. Neptune représente souvent les valeurs sous-jacentes d'une société. Ce qui est idéalisé dans une société, ce qui est bien vu en fait, hein, ce qui est vu comme des valeurs positives et morales, l'idéal d'une société à un moment donné. Sous Neptune en Poisson, on a pu noter l'émergence de principes tels que la bienveillance, l'inclusion, prendre soin les uns des autres, le non-jugement, l'acceptation. Sous Neptune en Poisson, on a vraiment fait avancer l'idée de société avec ce terme d'inclusion. C'est-à-dire qu'une société inclut des personnes porteuses de handicap, des personnes transgenres, homosexuelles, des personnes ayant peut-être, je sais pas, une neuroatypicité. Il y a tout type en fait de différences, et je pense même que on n'a pas vraiment été sur tous les sujets qui fait qu'on peut se sentir différent, évidemment l'origine ethnique, le genre, etc. Mais Neptune en Poisson, quelque part, a amené des valeurs de non-jugement, d'acceptation, de tolérance et d'inclusion. C'est le grand travail qui a été fait ces 14 dernières années. C'est assez beau hein, de le constater. On interagit de manière quand même beaucoup plus douce aussi, alors pas tout le monde évidemment, pas dans toutes les sociétés, pas dans tous les pays, mais on peut dire que puisque nous on se parle depuis l'Europe et ici en France, on peut dire que des valeurs je dirais de cœur, des valeurs de sensibilité, d'empathie ont été largement soutenues par Neptune en Poisson. Vous pouvez voir également que dans les écoles, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu des cours d'empathie, d'écoute émotionnelle, de communication non violente. Voilà, c'est vraiment des choses qui se sont intégrées, et je voulais vraiment vous parler de ça pour comprendre que Neptune, ce sont les valeurs clés d'une société. Il y a 50 ans en arrière, la bienveillance, c'était pas une idée clé, c'est pas une valeur majeure de société. Donc c'est vraiment pour vous dire, ça infuse vraiment profondément, et on s'en rend pas compte, mais on est transformé par ça. Ce qui signifie aussi que là, on arrive en 2025 avec une plus grande, normalement, intelligence émotionnelle, une plus grande compréhension de l'inclusion sociétale. Alors après, hein, effectivement, c'est pas tout le monde le vit pas de la même manière. Voilà, certains, ça va pas du tout leur parler, mais voilà, c'était des mouvements de société. Neptune en Poisson a aussi des ombres, mais là, je vais pas les aborder. Alors,
2025, changement de décor, on rentre avec un Neptune en bélier. C'est une position très pas atypique parce qu'elle arrive régulièrement, mais très étonnante. Très étonnante. Neptune et le bélier, c'est vraiment, alors au contraire d'Uranus en Gémeaux, Neptune et le bélier réunissent un signe et une planète qui ne vont pas ensemble, qui sont par nature totalement différentes. Et en fait, l'enjeu des 14 prochaines années va être d'amalgamer ces deux énergies pour qu'elles s'entendent. Et c'est vachement intéressant parce que Neptune et le bélier sont tellement opposés qu'en fait, ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'ils vont se réguler l'un l'autre. Alors, je vais expliquer maintenant pourquoi. Donc Neptune, c'est une planète qui est liée à un idéal, qui est liée aussi à des valeurs de cœur. C'est une planète qui cherche à élever, à transcender quelque chose, qui amène une forme de spiritualité, de grâce ou de beauté. Neptune, dans son rythme, c'est une planète lente, très très lente. Je veux dire par là, c'est pas qu'elle met 14 ans pour passer d'un signe à l'autre, mais dans les événements qu'elle propose, Neptune, c'est vraiment un courant, une vague de fond sous-jacente, mais il n'y a pas d'événement particulier, c'est plutôt quelque chose qui nous infuse, qui nous pénètre et puis qui nous transforme petit à petit, très très lentement. Vous voyez le temps qu'il faut pour que des vagues d'océan érodent une pierre, ben voilà, vous aurez compris le rythme de Neptune. Le bélier, au contraire, c'est un signe de feu. C'est le premier signe, c'est un signe rapide, c'est un signe immédiat, instantané. C'est un signe qui est lié au fait de se positionner clairement, qui est lié au fait de prendre des décisions, d'agir, parfois de se battre. Et donc nécessairement, peut-être vous me voyez venir, l'énergie de Neptune qui cherche à prendre le temps, qui cherche à suivre son intuition, qui cherche les hautes sphères, et le bélier qui veut être immédiat, rapide, combatif, ça ne va pas ensemble, c'est trop bizarre. Ça veut dire que Neptune, a priori, c'est en tout cas c'est ma théorie, mais on va voir. Je pense que Neptune va adoucir le bélier. Je pense que Neptune va faire un peu patiner le signe du bélier et ses objectifs. Alors, et c'est super intéressant. On va aller un peu plus loin avec ça. Ce qui se passe, c'est que Neptune, pour moi, va empêcher le bélier de vraiment travailler comme il le fait habituellement. Le bélier, en termes d'événements, il est quand même associé aux prises de décision, à la rapidité. Il est associé aussi en termes d'événements aux guerres. Il est associé au fait de poser une action décisive et rapide. Et comme je vous le disais, Neptune, c'est vraiment une planète qui parle d'une ambiance, d'une toile de fond. Et je ne sais pas si vous le voyez venir, mais quand même depuis, ça commence, depuis 1 ou 2 ans, il y a des énergies, il y a une ambiance de guerre qui se profile. Je ne sais pas si on le sent. On en parle, finalement, quelque part, il y a des espèces d'interrogations, tout le monde se dit un peu, bon, est-ce que les conflits vont se calmer, est-ce que ça va s'embraser? On est un petit peu là-dedans quand même si c'est pas complètement exprimé, quoique ça dépend. Bah ça, en fait, je pense que c'est aussi une manifestation de Neptune en Poisson. Neptune, c'est une ambiance, c'est quelque chose, en fait, qui vous infuse. C'est quelque chose dans lequel vous baignez. Et Neptune en Bélier, il exprime cette vague de fond d'agressivité qu'on ressent, qui est plus que ressentie, qui est d'ailleurs très concrète, et qui crée une espèce de climat, mais en même temps flou. On peut pas vraiment dire qu'est-ce qui va se passer, etc. Et l'idée d'avoir une ambiance comme ça liée à la guerre et au conflit, sans pour autant qu'on puisse en définir les contours, sans pour autant qu'il se passe forcément quelque chose de clair, de déterminé, c'est quelque chose qu'on peut associer à Neptune en Bélier. Et c'est quelque chose aussi qui peut être une ombre par rapport à ça, une ombre de cette planète, parce qu'il ne faut pas oublier que Neptune c'est lié c'est lié
c'est lié à l'émotionnel collectif, c'est lié aux formes pensées collectives qu'on partage. Et c'est plus que les formes pensées, c'est vraiment le cœur collectif, c'est ce qui nous, c'est nos émotions en termes de collectif. Et il y a comme aussi le cœur de la société, il est un petit peu là-dedans, il est un petit peu dans cette ambiance-là, et je pense qu'il est vraiment très intéressant de comprendre aussi qu'il peut y avoir un narratif aussi qui peut être proposé à la société, un narratif peu clair, mais qui parle de conflit, qui parle de guerre, et qu'on va recevoir 5 sur 5, et je veux dire par là, sans pour autant que ce soit forcément relié à des événements concrets, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce signe du Bélier, donc, on va avoir Neptune et Saturne. Et Neptune et Saturne sont deux planètes qui freinent ce signe. De toute manière, ils le freinent. C'est pas un Jupiter, c'est pas un Pluton, c'est pas un Uranus. Ce sont des planètes qui ont quand même du mal à poser des actes, qui ont du mal à... Ça patine si vous voulez. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que peut-être ce n'est pas parce que vous sentez une ambiance de guerre et qu'on parle beaucoup de guerre que nécessairement c'est ce qui va se produire. Je ne suis pas devin, je ne sais pas, mais là je vous parle vraiment des pures énergies astrologiques et de la nature de Neptune. Neptune, alors, il se pourrait aussi, Neptune peut aussi amener des espèces d'idéalisation d'un conflit. Neptune en Bélier, il y a aussi cette idée-là de dire je me bats pour de hauts idéaux, pardon. Ma cause est noble et donc j'y vais. Mais faut quand même pas oublier, selon moi, que le Bélier perd beaucoup de son impact, perd beaucoup de sa force avec Neptune. Et ce qui peut se passer, c'est plutôt une espèce d'agressivité larvée, des conflits larvés, des guerres cachées, des guerres d'influence. Voilà, des choses, c'est pas si net, on va dire, des choses cachées. Ça pourrait très bien être l'énergie de Neptune en Bélier. Bref, un climat un peu façon guerre froide, en somme. Hein, ça serait tout à fait l'idée de Neptune en Bélier. Alors, il y a plein de jolies choses aussi sur Neptune en Bélier que je vais aborder. Il n'y a pas que ça, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager ça parce que je sais que c'est quand même c'est un questionnement et je pense que c'est plus qu'un questionnement, c'est un ressenti, c'est une vague qui vient vers nous et qui selon moi est très associée à cette position. Donc Neptune en Bélier, c'est de 2025 à 2039. L'enjeu, c'est l'idéal héroïque. Profondément, Neptune est aussi là pour nous reconnecter avec notre grand idéal, un titre plus individuel. Il est là quelque part pour nous faire connecter ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous fait vraiment vibrer, mais il va nous falloir du temps pour le concrétiser dans la matière. Ça, c'est presque sûr. Mais le Neptune en Bélier, il a cette idée-là. Il a un côté, je trouve, un peu merveilleux. Il a un côté de nous rappeler un peu la merveille de qui on est, ou la merveille de vraiment nos premiers désirs, nos grands rêves. Neptune en Bélier, il a un peu cette idée-là, c'est ce que j'ai traduit par l'idéal des commencements. Et c'est très joli parce que, comme Neptune est dans le Bélier, en fait, il va rentrer au printemps, donc ça c'est une coïncidence. Il va rentrer quand le soleil sera lui-même en Bélier. Ça signifie que tous les printemps, pendant les 15 prochaines années, tous les printemps seront marqués par des conjonctions soleil-Neptune. Et ça amène toujours une énergie d'idéalisation, une énergie vraiment de merveilleux. J'y vois aussi quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux de la nature, de la reconnexion à la nature, parce qu'on va être plongé chaque printemps dans cette conjonction Soleil-Neptune. Donc ça peut être aussi très joli. Donc Neptune en Bélier, ça va nous parler de l'idéal des commencements. Positivement, il faut quand même voir une chose, c'est que si c'est mené à bien, normalement, il me semble que Neptune va être plus fort que le Bélier. Parce qu'en fait, la grande question, c'est ça, c'est de se dire, ils sont comme l'huile et l'eau, ils sont tellement différents. Est-ce que c'est le Bélier qui va prendre le dessus et donc on a des conflits pour une idéologie? Mais ça ressemblerait plus, selon moi, à un Mars en Poisson, par exemple. Désolée si je vous perds. Ou alors, est-ce que Neptune, c'est ce que je crois, va influencer le Bélier? Moi, c'est ce que je crois.
Et ça donne alors, dans le côté positif, un apaisement des tensions. Je dis pas tout de suite, je dis pas forcément, voilà, mais c'est quand même... Neptune amène toujours une énergie apaisante, calmante, unificatrice dans son côté lumière. Donc il y a un potentiel avec Neptune en Bélier d'un apaisement des tensions. C'est une réalité symbolique. Je ne sais pas si ça va se produire, mais symboliquement ça peut parler de ça. Il y a l'idée d'une action lente et inspirée. Les timings sont lents, hein, tout de même. Je vous parlais des valeurs aussi d'une société tout à l'heure. Neptune en Bélier, ben, ça va être une valorisation de l'héroïsme, du courage, pourquoi pas aussi une valorisation des self-made man, des personnes qui se font tout seuls, des gens qui font preuve d'initiative, d'autonomie. J'imagine aussi, à mon avis, que on le voit beaucoup. Ça arrive, mais actuellement dans la société, on valorise aussi beaucoup les gens qui sont voilà, on se bat beaucoup contre la dépendance affective, qui serait plus de la balance, par exemple. Donc on va beaucoup apprécier, à mon avis, des gens qui sont solides en eux-mêmes, qui semblent ne pas trop compter sur les autres, ce genre de choses. Ça pourrait être des idéaux, des valeurs comme ça qui infusent la société de manière générale. On va trouver l'idée de se battre pour ses rêves ou de grandes causes. Et là, c'est comme je vous le disais, c'est plus quand le Bélier va être fort et il va inspirer notre Neptune. Donc sous Neptune Bélier, on peut trouver voilà, tous les grands combats collectifs ou personnels pour des causes nobles. Et Neptune en Bélier, eh bien c'est super intéressant, on va trouver l'idée aussi d'agir pour l'intérêt collectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Bélier, c'est vraiment le porte-parole de l'intérêt personnel, c'est le je suis, c'est voilà moi ce que je veux. Et Neptune est une planète d'union, de toutes les âmes entre elles, je dirais, d'unité. Donc nécessairement, Neptune vient dissoudre l'égoïsme, enfin c'est pas un égoïsme, mais le sentiment d'identité du Bélier, et il amène une ouverture beaucoup plus collective. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Alors l'ombre de Neptune en Bélier, ça va être le fait d'être pris dans un narratif. Moi je trouve que quand on veut comprendre Neptune, l'idée d'être pris dans un narratif, on vous raconte une histoire. Et je trouve que 1984 d'Orwell est vraiment très intéressant pour parler de ça. Vous êtes infusé par une histoire. Cette histoire est-elle vraie, pas vraie? Ça c'est parfois très très dur à savoir. Donc Neptune en Bélier, ça peut être englobé, j'ai du mal à trouver le mot, mais englober chacun dans un rêve, un narratif héroïque guerrier, voilà, qu'on nous explique que c'est important de se battre pour telle ou telle cause. Ça peut aussi être Neptune Bélier. J'y vois aussi la guerre invisible, la guerre d'influence, une agressivité qui est passive, qui est cachée. Maintenant, Neptune en Bélier, ça c'est plus peut-être sur un plan peut-être collectif, mais aussi individuel. Je pense qu'on peut y voir une forme de confusion, de perte de direction. L'énergie du Bélier va être très... elle est déviée quoi, de son impact, de son côté vraiment très direct. Ça peut donner que... déjà voilà, si vous avez des planètes en Bélier, ça peut être calmant, mais ça peut aussi vous donner l'impression que vous patinez un peu, vous savez pas trop dans quelle direction aller. On va pouvoir trouver aussi la procrastination, hein, la lenteur de Neptune en Bélier. Oh, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à prendre des décisions, j'y vois pas clair, et puis de l'épuisement. Oh, je suis fatiguée. Voilà, hein, c'est un peu ça ce qu'on va trouver. Je pense qu'il va nous falloir plusieurs années pour travailler là-dessus. C'est un duo forcément très intéressant. C'est très intéressant parce que pour moi Neptune c'est vraiment une planète maîtresse en 2025. C'est la planète qui va être la maîtresse du nœud nord en Poisson. Donc là c'est peut-être pas clair du tout. Mais si vous voulez, on va avoir une direction collective à partir du mois de janvier où le nœud nord va passer en Poisson et le nœud sud en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui concerne Neptune, l'énergie de Neptune en somme, c'est ça qu'on va devoir intégrer. Voilà, donc là j'ai remis la carte, on est vraiment tout début janvier.
Et en fait, alors attendez, voir que je retrouve ma date au milieu de toutes ces dates. Voilà, le 11 janvier. Le 11 janvier, l'axe des nœuds lunaires passe sur l'axe Vierge-Poisson. Ça signifie que déjà, c'est franchement plutôt bon signe à mon avis. Le fait que le nœud nord quitte le bélier, on change aussi d'énergie. Le nœud nord en bélier crée dans les événements quand même beaucoup de conflits. C'est une position pour le coup assez délicate. Donc c'est assez intéressant que il y a vraiment un changement de décor. Le nœud nord s'en va, Neptune va rentrer en bélier. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui va se poser un petit peu. Et ça veut dire qu'on change de défi évolutif d'un point de vue de la société. Et le défi évolutif, c'est un défi poisson. L'idée, c'est d'intégrer le signe des poissons et d'intégrer Neptune. La première grande idée de ce type d'axe évolutif, qui va durer environ 18 mois, c'est l'idée d'intégrer une dimension plus spirituelle à notre vie. Plus spirituel, ou de contacter une énergie, je dirais, de sensibilité. Ça peut s'exprimer par une sensibilité artistique, une sensibilité aux autres, une empathie, le fait de se sentir concerné, profondément concerné par le sort des autres. Ça peut aussi se manifester par une sensibilité spirituelle ou philosophique. Mais ce qui est sûr, c'est que le nœud nord en Poisson, eh bien, quelque part, il va diriger notre attention vers des réalités qui sont plus invisibles. À la différence du nœud sud en Vierge qui, lui... Alors, moi j'adore vraiment cet axe-là parce que pour moi, c'est l'axe de l'idéalisme. Vierge et Poisson sont deux signes très idéalistes, seulement ils s'y prennent pas de la même manière. La Vierge est vraiment le signe magnifique qui cherche à créer l'idéal dans la matière. Donc c'est un signe qui cherche à faire en sorte que le quotidien, ce qui est vécu concrètement, soit proche de l'idéal. Donc c'est magnifique, c'est un signe qui fait descendre l'idéal dans la matière. Tandis que les Poissons, c'est un signe qui nous élève vers un idéal qui existe déjà, on va dire, sur d'autres plans, et qui nous demande de voir, de toucher cette énergie-là, qui est une énergie de beauté, de grâce, de sens, de transcendance en fait, d'unité. S'il y avait un mot-clé, ça serait unité, pour que ça nous inspire, pour que ça nous nourrisse. Et certainement que cet axe-là, il intervient aussi pour nous aider, parce qu'on est quand même dans une période de fort matérialisme, et que c'est quand même une énergie qui va nous tirer vers le haut. J'entends par là que ça peut être un moment où on est plus soucieux des valeurs morales, on est plus soucieux des autres, et on est plus dans un ressenti philosophique, intérieur ou spirituel. Donc voilà, ça va être notre enjeu en fait. Et c'est pour ça que Neptune, qui est la planète des Poissons, Neptune va jouer un très grand rôle. L'idée de développer tous et chacun cette sensibilité, développer son intuition, être à l'écoute des signes, être à l'écoute des variations, ça peut être un travail très intéressant. Et tout ça aussi, être dans des formes pensées positives, des émotions positives, tout ça, ça contribue aussi à créer un narratif de société commun. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde mondialisé. Et aujourd'hui, me semble-t-il, si on demande aux citoyens, je pense pas que beaucoup de citoyens veulent la guerre. Et ce qui est intéressant par rapport à avant, c'est que avant les États étaient beaucoup plus divisés. Il y avait moins d'union entre l'humanité était moins unie en tant que citoyen. Et ce que je veux dire par là, c'est que avec le Poisson et avec Neptune, il y a cette idée aussi de dire, mais en fait, l'humanité dans son entièreté, elle a des intentions qui lui sont propres, qui n'ont pas de rapport avec ce que les États veulent faire et avec le narratif étatique qui peut nous être proposé. Donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que en tant que on fait tous partie de cette énergie émotionnelle collective, et que nourrir des formes pensées qui vont vers l'apaisement, qui vont vers l'unité, vers la concorde, vers une intelligence collective, c'est aussi participer à utiliser
le côté lumière en fait de toutes ces énergies-là. Donc la prière par exemple, c'est quelque chose de vraiment très très beau qui est relié au poisson, les intentions, la douceur, l'aide, l'empathie, la gentillesse, tout ça, ça fait partie des poissons. Et voilà, donc ça va être un peu un programme. C'est ce qui me fait un peu dire, à mon avis, voilà, il y a un changement je pense qu'il y a un changement de décor, je le souhaite, en tout cas, vraiment, je le souhaite. Alors, on voit se diriger aussi, ça va être assez fort. Le printemps, à mon avis, s'annonce très très fort et je pense très beau. Parce que au printemps, on va avoir une conjonction. Ouais, ça commence à ce moment-là. Le 7 février, on a le nœud nord qui est conjoint en fait à Neptune. Donc on a une amplification. Et il faut voir quelque chose, c'est que tout le mois de février, tout le mois de mars et avril, il va y avoir Vénus qui va rétrograder. Je vais en reparler juste après. Et en fait, regardez, on va avancer un petit peu ensemble. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un espèce d'amas, Saturne, Neptune, nœud nord, Vénus, avec, je crois, Mercure aussi va se mettre à un moment donné. Regardez, on va avancer un petit peu. Et donc Vénus va finir par rétrograder, voilà, elle a tourné rétrograde, elle revient voilà, avec Neptune, avec le nœud nord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Vénus, ce sont les valeurs du cœur. C'est une planète aussi très douce, c'est une planète d'amour en fait. Hein. Donc on a comme ça une très longue conjonction Vénus-Neptune, Vénus-nœud nord, Neptune-nœud nord. Waouh, quelque chose de vraiment très beau, vraiment très très beau. Vous voyez, ça continue. Là, on est 29 mars, on a toujours cette conjonction. Mercure s'est mis dedans parce qu'il est rétrograde aussi. Et ça va durer vraiment longtemps. Vous voyez, j'avance encore. Là, on est en avril. On est fin avril. On a toujours cette conjonction Vénus-Neptune, Vénus-Saturne aussi. Je vais vous expliquer. 1er mai, toujours Vénus-Neptune. Et voilà. Et ensuite, ça se dessert. Donc vraiment, tout un printemps comme ça qui se dessine avec cette énergie-là. Voilà. Et maintenant, on va avancer un petit peu et on va parler de la conjonction Saturne-Neptune. Donc Saturne, il rentre en Bélier le 25 mai. Il faut savoir que Saturne, en fait, c'est une planète qui cherche à rendre sage le signe qui l'habite. Saturne et le Bélier, c'est pareil, ça va pas très très bien ensemble. Hein. La nature même de Saturne bloque et freine l'énergie du Bélier. Alors des fois, ça peut s'exprimer par justement on passe en force, on pète un plomb parce que c'est insupportable. Mais quand même, la plupart du temps, Saturne en Bélier vient refroidir ce signe-là. Et si vous avez ça dans votre carte, si vous êtes né sous un Saturne Bélier, vous devez apprendre à canaliser vos impulsions, votre nervosité, votre colère. Vous devez apprendre à agir de manière pondérée. L'idée aussi, c'est pas de complètement ne plus agir. Mais en tout cas, Saturne, deuxième planète qui rentre dans le Bélier, c'est pas une planète d'extériorisation, c'est une planète d'intériorisation, de lenteur, de temps. Ça semble aussi dire que ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des choses qui mettent du temps. À ce moment-là, on a toujours, là je suis au mois de juin, on a toujours ce carré entre Jupiter et Saturne qui nous parle vraiment de... Ça accélère, on veut aller quelque part et en même temps on peut pas y aller aussi vite qu'on voudrait. On doit avancer, mais vous pouvez imaginer que vous avez des poids aux pieds, donc vous avancez mais ça va plus lentement. Par contre, vous avancez de manière plus sage, vous avancez de manière plus respectueuse ou correcte. Donc, il y a ça qui s'opère, donc ça peut vouloir dire aussi 2025, même s'il y a cet essor au niveau intellectuel, on voit quand même que ça se met en place gentiment et que le rythme, il est quand même, voilà, il y a une autre partie qui est tout ce qui n'est pas intellectuel, tout ce qui concerne plus, je dirais, la prise de décision, le passage à l'action, tout ce qui concerne le Bélier, est quand même refroidi et freiné. Donc encore une fois, pour notre histoire de, voilà, de guerre, de climat, de violence collective, Saturne est quand même une planète, alors qui peut certes parfois durcir, mais qui quand même souvent amène un ralentissement, un refroidissement, voilà. Donc, Saturne va commencer à former sa conjonction à Neptune.
Faut comprendre en fait que ici, c'est plutôt Neptune qui gagne sur Saturne. L'idée, c'est vraiment que plus une planète est lente, plus c'est son impact à elle qui va prendre le dessus. Alors, l'histoire est vraiment très intéressante pour comprendre l'idée de Pluton, non, de Neptune-Saturne, pardon. En fait, Neptune-Saturne, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les moments de dissolution de structure. Pourquoi? Parce que Saturne représente justement les structures, représente ce qui tient, ce qui était traditionnel, ce qu'on avait construit avec du temps, hein, c'est vraiment la force des traditions. Et Neptune, c'est un mouvement progressif qui érode et qui dissout et qui fait finalement même disparaître sans même qu'on s'en soit vraiment rendu compte. Il n'y a même pas vraiment de crise d'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de choc comme avec Uranus ou avec Pluton. Lors de la dernière conjonction Saturne-Neptune, on a eu 2 événements historiques vraiment très très impressionnants et très intéressants qui ont été la dissolution de l'URSS et la chute du mur de Berlin. C'est extrêmement intéressant puisque ça exprime vraiment cette idée de on ne voit pas quelque chose venir et puis d'un coup la structure s'effondre, mais en fait ce qu'on n'a pas vu c'est que c'est aussi le résultat d'une longue influence qui a travaillé pour ça. L'idée aussi de tout ça, c'est que dans Saturne-Neptune, il y a une dissolution de structure limitante, enfermante, et je dirais qui entrave l'unité. La chute du mur de Berlin est vraiment très intéressante pour ça, puisque quelque part c'est une histoire de réunification d'un pays, mais évidemment de personnes qui étaient séparées depuis très longtemps. Donc il y a cette idée d'être réunis, donc finalement de venir détruire, enfin pas détruire parce que c'est pas violent, mais que petit à petit cette influence qui semble très légère, en fait elle permet de dissoudre ce qui permet une unité. Donc c'est très joli, ça peut être une très belle conjonction. Il y a plusieurs manières de le voir. C'est sûr que d'un point de vue collectif, au niveau des structures de société, Saturne-Neptune peut parler un peu de confusion, peut parler de structures de société qui sont un peu brinque-ballantes, qui tiennent plus la route. Et mine de rien, ce qui se passe en France, c'est quand même très Saturne-Neptune, puisque ça a déjà commencé, Saturne-Neptune a déjà commencé à l'été dernier. Le fait qu'on n'arrive pas à avoir une structure, quelque chose qui tient, et donc qui nous limite, mais qui nous sécurise, parce que c'est confus, parce que on n'y arrive pas, parce que ça se délite en fait, c'est assez Saturne-Neptune. Donc c'est vraisemblablement quelque chose qui va perdurer jusqu'en 2026. Et c'est quelque chose à mon avis qui va pas toucher que la France. Je pense que c'est un mouvement mondial de dissolution. Pour aller vers une plus grande unité. Voilà. Maintenant, à un niveau personnel, Saturne-Neptune, ça peut aussi être dans notre vie à nous des dissolutions de structures, de choses, des dissolutions de séparation, des dissolutions de choses qui nous empêchent de nous sentir entiers ou qui nous font nous sentir limités. Peut-être, il est possible, alors on n'est pas tous touchés pareil, mais peut-être que vous pouvez commencer à pressentir ça. Si dans votre vie, il y a des choses qui semblent se défaire et vous ne pouvez rien y faire. C'est ça c'est très très Saturne-Neptune. Ça vous échappe, ça se défait en fait. Vous pouvez faire, voilà, utiliser beaucoup d'efforts, mais en fait il y a une influence subtile qui est à l'œuvre et qui cherche en fait à faire aussi en sorte que l'énergie circule mieux. Hein. Il y a ça aussi dans Saturne-Neptune. Voilà, ça c'est une chose. Une autre manière de le voir, Saturne-Neptune, je trouve que c'est un duo planétaire très intéressant. Ce sont 2 planètes qui ne vont pas ensemble, qui sont franchement très différentes, comme Neptune et le Bélier. Et quelque part, c'est vraiment toujours très intéressant ces duos, parce que ce sont des moments où on va rétablir un équilibre, on va trouver un équilibre. Saturne, c'est vraiment la matière, le concret. C'est une planète de construction, de faire descendre dans la matière. Moi, j'appelle ça le plan terrestre, hein, le plan concret. Voilà, pouvoir gérer son corps, sa vie, son argent, sa santé, ses enfants, tous ces trucs-là, c'est Saturne. Il faut être un peu saturnien pour y arriver. Neptune, c'est le plan de l'âme, c'est le plan de l'invisible, du spirituel, du beau. Enfin, c'est quelque chose qui est évanescent.
Et donc de fait, ils ne vont pas du tout ensemble. Mais cette conjonction, elle permet quelque part de... Elle fait un pont entre les deux aussi. Et elle peut aussi exprimer que ce qui va être construit, si de nouvelles formes sont construites, alors elles pourraient être construites sur un plus grand idéal. Il pourrait être question de manifester dans la matière concrètement quelque chose de l'ordre d'un rêve, d'un idéal ou de quelque chose d'une dimension plus spirituelle ou plus liée au cœur. Donc il y a ça aussi dans Saturne-Neptune. Ça peut être l'opportunité de concrétiser patiemment, avec du temps, parce qu'on a vu, c'est lent, hein, voilà, Saturne et Neptune, c'est pas des foudres de guerre, quoi, c'est tranquille. Mais voilà, de concrétiser progressivement quelque chose dans la matière qui nous tient à cœur, qui nous aligne. Hein, ça peut aussi être ça, le sens vraiment très très joli de cette conjonction Saturne-Neptune. Elle va être particulièrement agissante à partir de l'été. Vous voyez, là on est en juin. On est en juin, donc si on avance un petit peu, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais, on peut estimer qu'à partir, ouais, moi j'aurais envie d'estimer plutôt que c'est à partir de l'été et jusqu'à la fin d'année 2025, et de toute façon jusqu'à la conjonction précise qui se fera donc en février. Voilà. Alors, on va finir cette vidéo par parler de 3 choses. Je sais que c'est vraiment long parce que c'est chargé, hein, il y a beaucoup à dire. Je vais vous parler de l'entrée de Jupiter en Cancer, donc je vais aller me repositionner. Alors, excusez-moi, je me repositionne un instant. C'est le 9 juin. On va aller voir un petit peu tout ça en juin. Voilà. Notre Jupiter qui rentre en Cancer. Et bien encore une fois, moi je trouve que c'est quand même un facteur d'apaisement. Un facteur d'apaisement, Jupiter en Cancer, c'est une très jolie position pour Jupiter, qui peut avoir des défauts aussi, mais Jupiter en Cancer va quand même mettre vraiment en avant la dimension du cœur, la dimension des émotions, le besoin de sécurité, de protection. Souvent, je trouve que les années Jupiter en Cancer sont des années sensibles, des années où on fonctionne plus avec notre sensibilité, avec notre cœur. Cette année, par exemple, Jupiter Gémeaux, c'était plus une année d'ébullition intellectuelle, de créativité. Voilà, il y a plein d'autres influences, mais il y a aussi ça. Jupiter en Cancer, ça nous fait vraiment quelque part nous rapprocher des personnes qui comptent pour nous. Ça nous donne envie de faire un cocon, pourquoi pas de faire une famille. Il peut y avoir pas mal d'appels à avoir des enfants sous Jupiter en Cancer, ou d'appels à avoir des changements domestiques, de vie assez importants, avec cette idée de je me rapproche de ce qui me fait du bien, je me rapproche des miens. Hein, les miens, la famille, ça c'est vraiment Cancer. Je me rapproche aussi de mes émotions, de ma sensibilité, de ce qui est vraiment ce qui est vraiment authentique en moi, de ma vulnérabilité aussi. Ça c'est des idées pour Jupiter en Cancer. Bon, la face ombre, c'est le protectionnisme, c'est chacun chez soi, c'est ma famille est super et les autres c'est tous des cons parce que ils font pas partie de mon clan, et que si c'est pas les autres, c'est l'autre pays, c'est l'autre culture, etc. Ça c'est le côté ombre d'un Jupiter Cancer. Il n'empêche que j'aime beaucoup ce duo parce que Jupiter est exalté dans ce signe-là, et c'est vraiment, je trouve, l'abondance. Jupiter c'est une planète d'abondance. C'est l'abondance et le plaisir qu'on peut avoir quand on a des liens, quand on a un sentiment d'appartenance. Voilà. Quand on a un sentiment d'appartenance avec des gens qui nous sont chers, qui nous sont proches, quand on a ce sentiment de sécurité lié à avoir une maison avec des êtres chers dedans. Voilà, tout ça c'est Jupiter en Cancer. Donc je pense que ça va être une très jolie position pour l'année. Allez, je vais finir avec la rétrogradation donc de Mars et de Vénus. Donc on se l'est dit, alors je reviens toujours pareil, excusez-moi, je reviens, on y va, on va aller positionner tout ça, on se remet aujourd'hui, on se remet tout début d'année, et voilà, donc tout début d'année. Voilà, donc là on est au tout début d'année et on a donc la position de Mars
position de Mars rétrograde entre le Lion et le Cancer. Alors, j'ai entendu quelque chose de très intéressant sur les rétrogradations que j'avais pas intuité, mais que l'observation, en tout cas de mon côté, valide, qui était de dire qu'en fait, la rétrogradation c'est souvent vu comme un moment de recul, de repli, et c'est vrai, mais assez souvent ça crée une amplification de la planète, c'est-à-dire qu'on fulmine, elle est très forte. Quand Mars est rétrograde, on est impatient, on fulmine, on peut être rempli d'énergie, on peut être rempli de colère, on a envie que ça bouge, on est rempli d'énergie. Voilà, c'est quand même, c'est comme si justement, puisque la planète n'arrive pas à s'exprimer à l'extérieur, alors elle bout en fait. Donc l'idée d'un bouillonnement, que ce soit un titre individuel ou un titre collectif, c'est quand même une idée de Mars rétrograde. Mars rétrograde, ça reste quand même, selon moi, comme je vous l'ai dit, je pense que à la mi-avril, qui est la fin de la rétrogradation de Vénus, il y a quand même une idée de bilan, il y a quand même une idée de revenir en arrière, de réfléchir, de prendre son temps, de pourquoi pas s'isoler. Je trouve que si on peut faire ça, s'isoler, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Alors Mars rétrograde, c'est juste parfait pour venir détricoter des anciens conflits, des anciennes agressivités, des anciennes rancœurs. Si vous pouvez faire ça, c'est vraiment magnifique. Aussi réfléchir soi-même à sa propre agressivité ou à ses propres désirs, à la manière dont on utilise la fonction martienne. Et la fonction martienne, c'est celle qui nous permet quelque part d'aller dans le monde, de prendre notre place, d'obtenir, etc. Donc il peut y avoir un bilan. Alors assez souvent, moi il me semble que on n'a pas besoin de réfléchir, que le dossier qui vient à nous, je le fais sans problème. Donc en règle générale, voilà, la rétrogradation amène sur votre bureau un dossier dont il faut s'occuper. Et c'est assez intéressant, je pense, d'aller l'observer. La fin, donc voilà, pardon, à partir du 6 janvier, Mars arrive en Cancer, il rétrograde en Cancer. C'est une position certainement qui va, ça peut parler de conflits familiaux, ça peut parler de revoir d'anciens conflits familiaux, ça peut parler aussi de choses du passé qui nous ont émus, qui nous ont touchés. C'est une position encore un peu plus sensible, je dirais. Ça peut parler aussi de vouloir revoir des choses concernant la famille, de vouloir, voilà, ou pourquoi pas aussi des fois d'être empêché d'aller de l'avant parce qu'on a des enjeux familiaux, ça peut aussi être des choses comme ça. Donc petite variation d'énergie à partir du 6 janvier. Ce Mars redevient direct le 23 février et il retournera en Lion. Donc voilà, en somme, on peut estimer que le travail il se termine dans le printemps pour ce Mars. Vous pouvez donc réévaluer tout ce qui concerne votre santé, votre affirmation, les anciens conflits, l'agressivité, le désir, toutes ces questions-là martiennes, à voir quel sujet qui se présente. Et s'il n'y a pas de sujet, eh ben, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une semaine plus tard, le 1er mars, eh bien, nous avons Vénus qui tourne rétrograde. Alors Vénus, elle va tourner rétrograde entre le signe du Bélier et le signe des Poissons. Elle tourne rétrograde sur le 10e degré du Bélier. Elle revient direct le 12 avril. Alors, elle va rester plus longtemps dans le signe des Poissons que dans le signe du Bélier. Bon, Vénus rétrograde, c'est quand même, c'est vraiment intéressant parce qu'on a déjà une rétrograde sur Mars qui est la fonction masculine dans notre psyché. Puis on a une rétrograde sur la fonction féminine dans notre psyché. Donc comme si on devait tout remettre un peu bien comme il faut. Ma partie masculine, ma partie féminine. Et la maison, elle est un peu près en place au printemps, on va dire. Hein. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Vénus rétro, c'est souvent un moment, justement, comme je vous le disais, il y a cette idée de pression, donc où les enjeux affectifs et relationnels peuvent être plus importants. Il y a une idée de prendre du recul,
de réfléchir, de faire un bilan. Il y a toujours une idée avec la rétrogradation de choses qui se décristallisent, de choses qui se mettent en mouvement, de certitudes qui deviennent des incertitudes. On n'est pas sûr d'où est-ce que ça va se diriger. Et voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc j'ai vraiment envie de dire aussi, d'accueillir ça, de voir est-ce qu'il y a des sujets du passé, est-ce qu'il y a des relations du passé qui reviennent, est-ce qu'il y a des incertitudes qui naissent là où avant justement c'était plutôt des certitudes, et vraiment de pouvoir avancer dans ce travail de déconditionnement de Vénus. Est-ce qu'il y a des anciennes croyances concernant le féminin, concernant l'amour, concernant l'autre qui doivent être nettoyées? Ça peut aussi être des idées de Vénus rétrograde. Voilà, donc pareil, vous allez voir un petit peu ce qui se présente à vous, mais voilà, j'ai l'impression que toute la partie relationnelle va quand même être très travaillée entre Mars rétro puis Vénus rétro. On réhabilite le masculin intérieur, le féminin intérieur. Vénus, c'est aussi, ça concerne, c'est vraiment, ça dit ce qu'on aime. Qu'est-ce que j'aime? C'est pour ça que c'est lié aussi au type de personne que j'aime. Mais parce qu'en fait, dans le fond, c'est aussi des histoires de valeurs ou d'ambiance ou d'expérience qu'on aime, qu'on apprécie. Donc Vénus rétro, elle peut aussi nous remettre en connexion à nous et dire, mais oui, moi j'aime bien ça, ce type d'expérience, d'ambiance, ce type de personne, ces traits de caractère, ce type d'objet, etc. Voilà, il y a cette idée de plus être à l'écoute aussi de nos propres goûts vénusiens, toujours pareil dans l'idée de nous réaligner en fait, hein, pour avoir des relations et puis surtout pour avoir une vie qui est agréable. Je trouve que Vénus c'est vraiment ça, c'est une vie qui est savoureuse, qui est plaisante, qui est belle en fait, hein. Donc voilà, il y a cette idée-là. Bon, je vais m'arrêter là parce que franchement, on est bien, hein, ça fait beaucoup d'informations, mais il y a tellement à dire. Et encore, je vous ai pas parlé des éclipses, j'ai pas parlé du signe de Vénus et de tant d'autres choses, mais je l'aborderai en cours de route, hein, au fil de l'année. Je reviens dans dans une dizaine de jours avec la deuxième vidéo où on va voir un petit peu signe par signe comment tout ça, ça peut vous toucher. D'ici là, eh ben, écoutez, passez une très belle, un très beau réveillon, un très beau début d'année 2025. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie, je ne l'ai pas dit, je vous remercie si vous m'avez suivi en 2024. Merci beaucoup et je vous embrasse bien fort. À bientôt.